Reparlons de cette grande berline à la carrière fulgurante, l'un des plus beaux bides de l'industrie française qu'est la Talbot Tagora, un véritable cas d'école entre malchance, erreur stratégique, rachat de Chrysler Europe, bricolage technique et errance stylistique. Malgré son titre de berline française la plus puissante à l'époque avec son V6 PRV porté à 165 chevaux, toutes les conditions étaient réunies pour que la Talbot Tagora finisse dans le mur. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à un bon gros bide comme on les aime, la Talbot Tagora, où tout commence chez Chrysler Europe avec le projet C9. Car malgré la crise pétrolière de 1973, à partir de 1975, les constructeurs recommencent à envisager des voitures de plus grande taille, et chez Roots, filiale anglaise de Chrysler Europe, on commence à s'inquiéter de voir arriver sur le marché les Audi 100, les Ford Granada, les Rover SD1, face aux vieillissantes Chrysler 160, 180 et 2 litres. Et on a l'habitude de penser que la Tagora est un véhicule français, mais sa conception était en fait européenne et voulue notamment par la partie anglaise du groupe Chrysler Europe. Et comme souvent dans les groupes un peu compliqués, les tâches vont être réparties. Ainsi, le projet C9 est confié à Simca pour sa partie technique, tandis que le design est confié à Roots en Angleterre. Il s'agit donc bel et bien d'une voiture franco-anglaise. Côté technique, on s'oriente vers le 4 cylindres 2 litres 2 de Chrysler, mais on cherche aussi une motorisation plus grosse. Sauf que dans la banque d'organes de chez Chrysler Europe, il n'y a pas de plus gros moteur. On réfléchit donc à un autre moteur, le fameux V6 PRV qui équipe notamment la Peugeot 604. Sauf qu'à l'époque, Peugeot n'est pas encore propriétaire de Chrysler et ils sont pas trop chauds pour équiper un concurrent. Côté style, les Anglais pondent un dessin plutôt réussi globalement, mais sans véritable sex appeal, et Chrysler ambitionnait de vendre environ 70 000 exemplaires de la C9 tous les ans. Rien que ça. Et lorsque Peugeot rachète l'ensemble des filiales de Chrysler Europe en 1978, il trouve dans la corbeille le fameux projet C9. Sauf que ce projet-là n'est d'aucune utilité dans la nouvelle organisation du groupe. Car en effet, chez Peugeot, on a déjà la 604, berline statutaire, 3 volumes, au dessin relativement proche, dotée notamment du V6 PRV, tandis que la 505 est en gestation et proche de sa sortie. Chez Citroën, on a aussi la CX, qui, même si elle dispose pas de 6 cylindres, offre des qualités dynamiques intéressantes. Bref, en haut de la gamme du groupe, l'offre est déjà largement fournie. Mais alors, pourquoi s'obstiner à sortir le projet C9 ? Tout simplement parce que les investissements déjà réalisés par Chrysler ont été importants et la voiture est suffisamment aboutie pour être sortie. Pourtant, Peugeot va s'immiscer dans la fin de la conception de la voiture en imposant les trains roulants de la 505. Alors ça semblait être une bonne idée, surtout économique, mais pourtant ça va être un fiasco stylistique. Visuellement, cela donne l'impression que la carrosserie est plus large que le châssis et les roues semblent très éloignées du bord, un peu comme si on avait monté des trucs pas prévus pour aller ensemble. Et dès lors, le dessin, déjà pas franchement sexy du début, devient en plus totalement déséquilibré. Et entre-temps, Peugeot semble avoir trouvé une idée de génie, réunir toutes les marques, toutes les filiales de Chrysler Europe sous une seule marque, Talbot. En effet, Peugeot pense que Talbot parle aussi bien aux Français qu'aux Anglais, sauf que ça parle à personne. Oui, parce que Talbot aujourd'hui, ça parle à quasiment tout le monde, en tout cas chez les passionnés, mais à l'époque, ça parlait pas vraiment à grand monde. En fait, Talbot, ça parle à tout le monde depuis que Talbot n'existe plus. Bref, voilà donc une grande berline, mal fagotée, avec une chemise trop grande et des chaussures trop petites, en concurrence interne avec 3 voitures, la 505, la 604, la CX, affublée d'une marque sans image, distribuée dans un réseau en pleine réorganisation et pas du tout disposé à la vendre, le tout dans un contexte de nouvelle crise pétrolière, cette fois-ci celle de 1979. Bref, ça partait mal dès sa présentation au Salon de Paris en 1980. En mars 1981, ça y est, le lancement est officiel avec un moteur, le 2 litres de Chrysler de 115 chevaux, ce qui est, avouons-le, pas franchement suffisant. Et oui, il suffit pas d'avoir un intérieur moderne et un ordinateur de bord,
il faut aussi avoir une offre moteur un peu plus conséquente. Alors on trouvait également un autre moteur d'origine Peugeot, le 2,3 litres turbo diesel de 83 chevaux, qui équipait également la 604, et contre toute attente, Peugeot, enfin Talbot, va tenter de distinguer sa grande berline avec une version survitaminée du PRV. Avec 165 chevaux pour 2,7 litres de cylindrée, la Tagora SX devient la berline française la plus puissante du moment, alors que ses concurrentes 604 ou Renault 30 se contentent d'un peu plus de 140 chevaux. Et toute cette puissance permet à la Tagora SX de taquiner les 200 km/h et de mettre à peine 8 secondes pour le 0 à 100, ce qui est déjà pas mal. Cela dit, ça semble être une stratégie un petit peu étonnante de la part de Peugeot, qui semble bien embarrassé par cette Tagora, un enfant non désiré issu d'un mariage un peu bancal. Mais pour sauver les apparences, cette SX se dote d'un luxueux équipement et de performances de premier plan. Pourtant, personne n'en veut, du moins en apparence. En France, la Tagora se retrouve vendue par un réseau largement issu des concessions Peugeot, une grande majorité de concessions Simca n'ayant pas été conservées dans le réseau de distribution né de l'Alliance, et bien entendu, ces vendeurs tatoués du lion n'ont aucune envie de vendre cette Tagora et traînent carrément les pieds. La communication est à l'économie, le positionnement compliqué et la marque inconnue. En Espagne et en Grande-Bretagne, c'est un peu moins pire, mais on est franchement loin du compte. On arrive en 1982 et Eliez, toujours à l'affût des contrats rémunérateurs, flaire le bon coup. En effet, les designers ont sans doute compris le problème qu'il y avait dans le couple 604 Tagora. La 604 peine à séduire, tandis que la Tagora fait franchement de la figuration, avec seulement 15 000 ventes la première année. Et il propose donc à Peugeot de créer une nouvelle Tagora, bien plus équilibrée, et d'en faire le nouveau haut de gamme du groupe, au-dessus des 505 et des Citroën CX, et remplaçant d'un seul coup l'actuelle Tagora et la 604. Les jantes TRX remplissent enfin les passages de roues correctement, et la ligne générale devient très Peugeot, faisant penser à un mix entre la 505, sur les flancs notamment, et une 305 avec la face avant. Ce projet sera malheureusement refusé. Il aurait pu donner une seconde chance à la Tagora sous le logo du lion, malheureusement trop occupé à sauver sa peau en lançant la 205. Et un an après le lancement de la Tagora, en 1982, les ventes s'effondrent complètement, avec à peine plus de 2000 exemplaires vendus. Cette fois-ci, le sort en est jeté. Peugeot décide d'en finir avec cette encombrante berline. L'arrêt de mort sonne en 1983 et les derniers stocks seront bradés en Espagne et en Grande-Bretagne en 1984. Et entre fin 1980, le début de la production en série, et courant 1983, seulement 20 133 Tagora auront été produites, dont 1083 versions SX. Mais franchement, aurait-il pu en être autrement ? L'histoire aurait pu être différente si au moment du rachat de Chrysler Europe par Peugeot, les concessionnaires Simca étaient restés en place. De même, un meilleur positionnement de la Tagora par rapport aux autres modèles du groupe aurait pu la rendre plus performante commercialement. Et l'intuition d'Eliez d'en faire un nouveau haut de gamme Peugeot aurait pu mettre à la retraite la vieillissante 604 et offrir au groupe un trait d'union un peu plus moderne en attendant la 605. Et cette Peugeot Tagora aurait d'ailleurs permis à Peugeot de prendre plus son temps au moment du lancement de la 605 et éviter ainsi les problèmes de jeunesse qui ruinèrent sa carrière. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, avec des si. Oui, alors tous ceux qui veulent répondre on coupe du bois, eh ben vous avez qu'à le mettre dans les commentaires, tiens, ça fera du référencement. Mais bref, rappelez-vous qu'au début des années 80, après avoir racheté Citroën puis Chrysler, Peugeot est à 2 doigts, voire 1 doigt de la faillite. Et sans la 205, le groupe aurait pu clairement plonger, et ils avaient franchement d'autres chats à fouetter que de relancer un haut de gamme, dont ils n'étaient d'ailleurs même pas à l'origine. Mais c'est bien dommage, car au début des années 80, l'offre Talbot avec la Samba, l'Horizon, la Solara, la Rancho, la Murena et la Tagora aurait pu faire bonne figure dans un autre contexte économique et avec un réseau de distribution plus concerné. On aurait pu voir un positionnement plus moderne et sportif aux côtés d'un Peugeot plus bourgeois et d'un Citroën plus excentrique. Mais bon, l'histoire en aura décidé autrement. Mais tout ça me fait un petit peu penser à quelque chose. Avec toutes ces anciennes voitures qui renaissent, notamment la R5 qui a été présentée il y a quelques jours, le retour de la 4L qui est prévu pour 2025, quand on voit un petit peu les stratégies
bizarre de Stellantis, on se dit que notre cher Carlos pourrait tout à fait nous pondre un retour de Talbot. Non, enfin je sais pas, enfin de toute façon avec Stellantis on peut vraiment s'attendre à tout. Il manquerait plus qu'ils nous mettent des moteurs PureTech dans une Alfa Romeo. Comment ça, c'est déjà le cas, hein? Bref, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, nous sortons 2 nouvelles vidéos chaque semaine, ça y est, on a retrouvé le rythme, hein. Il y a eu quelques petits dernièrement, mais là c'est reparti pour un tour. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Merci à tous, ciao. Ah oui, vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Insta, parce que j'aurai plein de choses à vous annoncer prochainement, ça fait un moment que je vous en parle, mais il y a beaucoup de boulot. C'est Robinfort PVO, voilà, c'est Instagram, vous avez le lien dans la description, dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo.